Christian Jacob, Bonjour. merci d'être là. Je sais que c'est loin, mais le Venezuela est au bord de la guerre civile. Face au président actuel Maduro, 10 millions de pourcents d'inflation, 2,5 millions de réfugiés et d'exilés, se dresse un opposant désormais qui s'appelle Juan Guaidó, président autoproclamé de 35 ans. Il est reconnu aujourd'hui, soutenu par le Brésilien Bolsonaro, la Colombie, le Pérou, mais surtout Donald Trump qui n'exclut pas une intervention de l'armée américaine. L'Europe se tait, la France se tait. Qu'est-ce que doit faire la France ? La France doit, à mon avis, s'exprimer, mais s'exprimer dans le cadre international, dans le cadre de l'ONU. C'est-à-dire que je pense que, notamment sur cette zone, l'intervention de la France, à mon avis, ne peut se faire que dans le cadre de l'ONU. Mais effectivement, on peut difficilement rester silencieux. Donc le président de la République actuelle, français, Emmanuel Macron, a raison d'attendre la position de toute l'Europe, où il faut agir contre la révolution Maduro. Non, il faut le faire dans le cadre européen et dans le cadre onusien. Moi, je pense que d'une manière générale, sur le plan international, évitons les ingérences. Et pour le faire, je dirais, avec à la fois la sérénité et le poids qui convient, il faut le faire dans un cadre d'institution. Vous avez noté le tweet instantané de Jean-Luc Mélenchon qui soutient son ami sacré, Nicolas Maduro. Au risque de déplaire ou désespérer M. Mélenchon, est-ce qu'il ne faut pas agir avec les Vénézuéliens pour éviter des morts et la répression de l'armée qui va se faire dans les jours qui viennent? Mais c'est pour faire ça quelque chose. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire dans le cadre de l'ONU, avec une position qui peut être définie d'ailleurs dans un premier temps sur un plan européen, mais c'est dans le cadre de l'ONU. Je veux dire, autrement, ce sera une déclaration de plus. Donc vous traduisez un certain embarras. Non, c'est pas un embarras, mais je vous dis que c'est dans le cadre de l'ONU. Allez, en France, l'image du jour viendra de la ville de Valence, comme disait tout à l'heure Clélie et Romain. Est-ce Emmanuel Macron qui va voir Laurent Wauquiez ou Laurent Wauquiez qui se déplace pour rencontrer le président de la République ? Écoutez, je pense qu'il est important qu'il se voie. Il aurait été logique qu'il se voie bien avant. Je pense que le président de la République aurait été bien inspiré de rencontrer au moment où il veut incarner un nouveau monde, de soi-disant débattre avec tout le monde, qu'il rencontre la première force d'opposition. Je pense que ça aurait été frappé au coin du bon sens. Il n'y a pas un petit oubli chez vous ? Parce qu'il y a un an, jour pour jour, c'était le 24 janvier 2018, Laurent Wauquiez n'était pas venu accueillir le président de la République quand il arrivait dans sa région. Oui, il ne l'avait pas prévenu. Il est venu au Puy-au-Velay. Il n'est pas allé le voir. Il n'a jamais cherché à le voir. Il avait des emplois du temps un peu différents. Non, écoutez, je suis désolé. Les choses ne se passent pas comme ça. Mais qu'est-ce qui change ? Mais ce qui change, c'est quand on est un président... Des illusions perdues de part et d'autre. Mais non, mais c'est pas, tout ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a une manière d'habiter la fonction, d'incarner la fonction présidentielle. Le président de la République rencontre les leaders d'opposition. Tous les présidents de la République l'ont fait. Mais M. Macron, enfermé, je veux dire, dans un certain mépris, une certaine suffisance, a refusé de le faire. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis, depuis maintenant bientôt une dizaine d'années, président du groupe des Républicains. Avant, c'était de l'UMP à l'Assemblée, c'est-à-dire du premier groupe d'opposition. Le groupe UMP à l'Assemblée, c'est plus de députés que tous les autres groupes d'opposition réunis. Je n'ai jamais rencontré le président de la République. J'ai rencontré, je ne sais pas, 5, 6, 7 fois François Hollande. C'est pas pour autant qu'on ait des points d'accord, mais je pense que c'est normal dans un dialogue républicain. Mais là, nous sommes face à un président de la République. Monsieur Macron, recevez-le. Mais ça ne change rien. Mais là, il reçoit, non, mais c'est vous-même qui dites ça change rien. Pour un déjeuner avec les élus de la région. Et d'autre part, il le reçoit en tête-à-tête pendant une demi-heure, 45 minutes. C'est plutôt bien. Est-ce que c'est pour le renforcer ou pour affaiblir Laurent Wauquiez ? Je pense qu'il est bien, dans une situation de crise comme celle-là, que M. Macron consente à écouter l'opposition, notamment Laurent Wauquiez, sur les sujets qui aujourd'hui font débat et ont été à l'origine de la crise. Je pense au sujet du pouvoir d'achat, au matraquage qui a été celui des classes moyennes, celui des retraités sur la fiscalité. Celui qui, le premier qui avait dénoncé cela, c'était Laurent Wauquiez, je vous le rappelle. Et même, il avait mis un gilet jaune pour se rappeler au souvenir du pouvoir politique. Et il avait dit aussi le respect des territoires. Tout ça, c'est pas la mer à boire, c'est dans le débat. On peut trouver des solutions le moment venu, non ? Oui, je pense que le président de la République et le gouvernement étaient bien inspirés de les trouver beaucoup plus tôt. Surtout que les propositions étaient faites. Oui, prenez l'exemple d'un sujet qui ne coûte pas d'argent, celui du 80 km/h. La proposition, on l'a fait très tôt, en disant faisons du cas par cas. Monsieur le Premier ministre, parce que là c'était lié à une décision du Premier ministre, écoutez
vos préfets et écoutez, qui sont en charge de la sécurité sur les départements, et écoutez les présidents des conseils départementaux qui ont la responsabilité de l'organisation du réseau départemental. Et donc, à partir de là, en fonction des situations, on s'adapte. C'est une décision de bon sens. Je pense qu'on va y arriver finalement. Mais que de temps perdu, que d'orgueil mal placé. Est-ce que désormais, après cette rencontre, etc., et depuis quelques jours, les Républicains, la droite républicaine que vous représentez, entrent dans le débat, dans le grand débat nous l'avons dit dès le premier jour. Nous allons verser une contribution. Nous l'avons toujours dit. Et s'il y a débat, nous y participerons. Mais je pense que la bonne manière d'être attentif à nos propositions, ça aurait été depuis 18 mois de considérer les propositions qui étaient faites et d'accepter de débattre. Ça joue au Parlement. Mais là, il y a eu un soulèvement que l'on a vu. Est-ce que ça veut dire que vous allez participer au grand débat? Par exemple, vous, à Provins, qu'est-ce que vous faites? S'il y a un débat à Provins, j'y participerai, bien évidemment. Si le maire de Provins n'organise rien? Écoutez, c'est d'abord, est-ce que les services de l'État, c'est le gouvernement, c'est la politique du président de la République qui est en cause? Donc les maires ont tous dit qu'ils étaient pleins de bonne volonté, à disposition pour mettre des salles à disposition, pour organiser les choses. Mais encore faut-il, vous savez, l'animation de ce débat, c'est surprenante. Vous avez vu que, d'abord, il y a ce pas de deux de Mme Joanneau qui est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire de dire, je garde le titre... De la part d'autres. De la sienne. Je garde le titre et le salaire, mais je ne veux pas faire le job. On n'avait pas vu. Vous souhaitez... Donc on la remplace dans un souci de neutralité. La grande neutralité, on la remplace par 2 ministres. Très bien. Ensuite, pour encadrer les choses et vraiment s'assurer que ce soit parfaitement neutre, on met 5 garants, dont 4 sont nommés par le gouvernement et vont recevoir leurs instructions à Matignon. Très bien. Mais au-delà de tout cela, s'il y a un débat, les Républicains vont mettre des propositions sur la table et on y participe. Le grand débat, il est utile ou il n'est pas utile? Il est toujours utile de débattre, simplement, il ne faut pas se fiche du monde, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une porte de sortie. C'est-à-dire à l'arrivée, on fait quoi? Parce que rien ne serait pire de dire aux Français, débattez, faites des propositions, mais à l'arrivée, rien ne changera. Vous avez raison, pas de procès d'intention, on ne va pas demander on va dire attendre tout de suite à quoi on va arriver alors qu'on ouvre le débat. Tout à fait. Mais moi, que les fleurs fleurissent, comme disait l'autre. Mais simplement, il y aura une clause de rendez-vous. Oui. Parce que le débat, ça n'est pas éternel. Il y a une date de fin. Et à un moment, il faudra que le gouvernement mette une proposition sur la table. Faites votre proposition et inspirez le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre. D'ailleurs, je ne sais plus où il est le Premier ministre. Non, moi non plus. Il ne brille pas par sa présence. Déjà, il y a des milliers de débats et de réunions qui ont lieu. Le Figaro titrait « Les Français se pressent dans les réunions, dans les mairies, les églises, les cafés pour réfléchir à l'avenir du pays ». Comment vous expliquez cette envie forte des Français de débattre et de se parler? Par une déconsidération totale qui a été le cas pendant 18 mois. C'est-à-dire il y a eu un tel mépris, une telle suffisance de la part du gouvernement et du président de la République, avec ces phrases totalement déplacées, blessantes. Effectivement, il faut que tout le monde change. Lui d'abord... Et que tout le monde c'est lui qui est au pouvoir. Réfléchisse et tire des enseignements. La presse aussi. C'est lui qui est au pouvoir. Quand on voit le jugement des Français sur certains dans la presse, certains qui se sont livrés à être les acteurs avec les gilets jaunes du mouvement, tout le monde doit réfléchir, que ce soit l'opposition, toutes les catégories sociales. Mais c'est pour ça qu'on participera, nous. Selon le dernier sondage sur les intentions de vote pour les européennes, la liste En Marche reprend la tête, 23 et 4%, c'est-à-dire plus 4 devant la liste de Marine Le Pen, 20,5 en pleine crise. Est-ce que vous comprenez ce regain d'Emmanuel Macron, vous ? Moi, j'attends les résultats. Vous savez, être en tête dans les sondages, nous, on a une grande habitude à droite. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé au moment des résultats. Souvenez-vous d'Alain Juppé, qui, pendant 2 ans, était le président de la République assuré. Et ce n'est pas le seul cas. Non, ce n'est pas le seul. Donc, c'est pour ça que... Donc, vous n'êtes pas inquiet de voir la droite, celle que vous représentez, les LR, à 12,5, moins de 5 depuis le mois de novembre, et depuis la présidentielle de 2017, vous aurez perdu 7,5 points. Est-ce que cette érosion, elle s'explique par l'échec évident de la présidence Laurent Wauquiez? Non, d'abord, il n'y a pas d'échec évident du tout. Après, l'échec évident qui est celui de la droite, c'est que nous avons perdu 2 présidentielles de suite, 2 législatives de suite. Pour la première fois de notre histoire politique, on n'est pas présent au 2e tour de la présidentielle, donc on ne se remet pas sur les rails par un claquement de doigts. Il y a un travail de fond à faire qui a été fait. Ça fait 18 mois. Non, ça ne fait pas 2 ans. Non, 20 mois. Non, ça fait moins que ça sur l'élection. Il devait rassembler la droite.
Eh bien, on va voir au le moment pays. des résultats. Écoutez, moi je pense que d'abord l'équipe a été remise sur les rails. Le groupe parlementaire, il existe aujourd'hui. Pourtant, tout a été fait pour le siphonner. La réalité, c'est que nous existons et que nous avons plutôt fait de bons résultats aux élections partielles. On les a gagnés. Bon, maintenant, la démonstration devra être faite, entre autres. On a le scrutin européen, mais on a aussi, après, les municipales, départementales, régionales. S'il y a redressement, quel score vous voudriez avoir? Le meilleur possible. Je ne suis pas dans le pronostic. D'accord, mais à moins de 10, est-ce que Non, Laurent mais bien Wauquiez sûr peut qu'il faut qu'on rester? s'aide là. Vous savez ce qu'on entend Le sujet, il est responsables des LR souvent. Ouais. Il est murmure. Moins de 10, il ne peut pas tenir. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui est capable de se lever et de dire « moi, je ferais mieux que Laurent Wauquiez aujourd'hui » J'en ai pas entendu un le dire. Donc, bien évidemment, il faut qu'on en soit au-dessus de 10, c'est une évidence, et bien au-delà. Et moi, je reste confiant, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai espace, c'est-à-dire à la fois pour des gens qui croient dans l'Europe, et ce sont nos convictions, nous sommes des Européens, et en même temps, qui ne peuvent pas se reconnaître dans la présentation et dans l'attitude qui est celle à la fois de M. Macron et de son gouvernement. Pourquoi tant d'électeurs, les vôtres, sont en train d'aller, non pas forcément chez Marine Le Pen, mais comme une sorte de halte avant d'aller ailleurs, chez Nicolas Dupont-Aignan, de plus en plus arrogant d'ailleurs, et sûr de lui. Oui. Peut-être avec raison. Voilà, oui. Écoutez, la modestie, vous savez, plutôt une qualité en politique. Oui. Donc il vaut mieux jouer modeste et d'être là au moment du résultat. Comment faut réagir face à lui? Mais ce n'est pas face à lui, c'est être capable de présenter un projet aux Français qui suscite de l'adhésion. Et je pense que ce projet, nous l'avons travaillé au sein du PPE. Vous savez, le PPE, c'est le Parti populaire européen qui rassemble tous les partis de droite et de centre-droit. Et le projet européen qui est le nôtre, aujourd'hui, nous le travaillons avec les 27 pays de l'Union européenne. Ce qui nous permettra, le moment venu, de présenter un projet aux Français qui aura reçu l'adhésion de l'ensemble de nos partenaires. Si vous votez pour une liste En Marche, ou si vous votez pour M. Dupont-Aignan, c'est une voix qui est perdue. Elle ne sert à rien. Parce qu'avec qui il va faire une majorité? M. Dupont-Aignan, il est incapable... Donc à droite, le vote utile, c'est vous? Bien évidemment. M. Dupont-Aignan est incapable de dire aujourd'hui avec qui il siégera au Parlement européen. Donc ces voix sont des voix de perdus. Ils ne seront pas dans un parti, dans un groupe majoritaire. Pas plus d'ailleurs qu'En Marche. Allons vite. Un groupe de Gilets jaunes vient de décider de créer... C'est important, de créer une liste européenne. Ils veulent se mesurer aux électeurs. À sa tête, c'est Ingrid Levasseur. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Oui, je pense que c'est une bonne initiative. À partir du moment où on considère qu'on se revendique au nom du peuple, et c'est ce que font les Gilets jaunes, ils disent « nous sommes le peuple », eh bien il faut accepter de s'y soumettre. C'est la règle de la démocratie. Le grand débat a donné lieu, ou donne lieu d'ores et déjà à des débordements et quelques initiatives. Marlène Schiappa va participer demain à l'émission de Cyril Hanouna, qui était hier ici. Ça a déplu à votre ami Christian Estrosi. Il dit, si le journal du hard, c'est-à-dire le journal du porno, existait encore, peut-être que Mme Schiappa irait. Ça provoquer un tollé de réaction, parce qu'on l'a trouvé misogyne et sexiste. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Je pense de manière générale que l'attitude de Mme Schiappa est affligeante. Et ce qui est d'ailleurs plus affligeant, c'est peut-être l'attitude du Premier ministre, qui est totalement inexistant. Je veux dire, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, je n'ai pas envie de faire de publicité à Mme Schiappa. Et à M. Estrosi, vous ne pensez pas que le naturel revient au galop, que l'inconscient parle dans ces cas-là, qu'il vaut mieux pas le dire? Il vaut mieux que vous l'interrogiez là-dessus. Moi, je n'ai pas envie de faire de publicité à cette dame qui en mérite vraiment pas. Jean-Luc Mélenchon, Olivier, pourquoi on peut en discuter. Et Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot se joignent à l'appel qui a été lancé par les plus durs des leaders des chemises jaunes, transformer la journée CGT du 5 février en grève générale illimitée. Est-ce que vous pensez que l'économie française peut le supporter encore après les manifs? On va être à la 11e après-demain? D'abord, ce n'est pas un scoop. À chaque fois que M. Besancenot ou M. Mélenchon s'expriment, en règle générale, c'est pour appeler à la grève générale. Donc rien de nouveau. Moi, je pense que non, que l'économie française, le mois de décembre a été catastrophique sur toute une partie de notre économie. Ça se redresse. Ça se oui, mais on n'a pas besoin de retomber dans cette situation de crise. Et ceux qui ont les clés aujourd'hui pour la débloquer, c'est le président de la République et le gouvernement. Et c'est pour ça que, au-delà des postures et au-delà des effets de manche et des coups de com', il est temps de passer aux actes. Encore une question. Mardi, la commission d'investiture des LR
va désigner votre tête de liste pour les élections européennes qui comptent tellement pour vous. Et c'est François-Xavier Bellamy. Vous le soutenez? C'est votre Écoutez, candidat? on va en décider C'est votre ensemble. candidat? Non, mais on va en décider ensemble. On a une commission, donc vous allez quand même Non, mais vous avez un avis. Mais bien sûr que j'ai un avis. Il fait partie des candidats qui peuvent tout à fait représenter notre liste. Qui serait l'autre? Ou seraient les autres? Oh, il y a beaucoup d'autres candidats possibles, vous savez. Ouais. Une remarque, c'est un philosophe de 33 ans qu'on va bientôt interroger. Il a des qualités. Oui. Il a des qualités. Mais il y a des positions passées qui font polémique. Je ne vais pas rappeler qu'il a été à Sens commun, qu'il a soutenu la fondation Jérôme Lejeune, Laissez-les vivre, et en même temps qu'il s'est montré plutôt réservé sur l'IVG. Et alors on se demande comment le parti de Simone Veil, qui a été la première femme présidente du Parlement européen et qui était à l'origine de la loi sur l'IVG, serait représenté par quelqu'un qui est contre. Non. Est-ce que c'est la figure idéale pour vous représenter? D'abord, il y a une ligne rouge pour moi, c'est effectivement la défense de la loi Veil sur l'IVG. Et François-Xavier Bellamy a été très clair sur le sujet. Vous avez raison, pour nous, c'est notre ADN. C'est Simone Veil, un Premier ministre qui était Jacques Chirac, un président de la République qui était Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est notre ADN, il est hors de question d'imaginer un instant pour qui que ce soit chez les Républicains de remettre en cause cette loi. Après, nous sommes dans une liste de rassemblement, et c'est justement ce que veut faire Laurent Wauquiez, de droite et de centre-droit. Chacun ses sensibilités. Effectivement, M. Bellamy est beaucoup plus conservateur que je ne le suis ou que d'autres le sont, mais il y aura d'autres membres, ce sera une équipe, et si c'est une équipe de rassemblement, il faut que toutes les sensibilités soient représentées. Et écoutez, il a aussi de nombreuses qualités, reconnaissez-le. Et il sera là bientôt. La crise, c'est ma dernière remarque, la crise déclenchée par les Gilets jaunes a permis à des invisibles, des oubliés de se faire voir, d'être vus et en même temps de s'exprimer. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'au fond, la France ou les Français ont un besoin de plus de démocratie et en même temps qu'il y a une vitalité de la démocratie? Comme si cette crise douloureuse, difficile, dangereuse avait finalement du bon, comme toute crise. Oui, mais c'est toujours l'ambiguïté dans laquelle on est, notamment à l'égard des élus. Les élus sont brocardés, mais on adore les maires. Mais les maires sont la seule catégorie de Français auxquels on interdit de siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, j'ai dû renoncer à contre-cœur à mon mandat de maire. Bon, voilà, ce sont les incohérences. J'espère d'ailleurs qu'on reviendra sur cela et que les maires pourront à nouveau siéger à l'Assemblée et au Sénat. Merci Christian Jacob, merci d'être venu. Bonne journée à vous. Merci. L'information continue sur CNews avec Clélie et Romain. À vous.